Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Surtout, ne nous tapez pas sur les doigts. On le sait, nous avons quelques semaines, voire des mois de retard. Notre vie, alors là, il y a moi, c'est parfois, souvent, une faille spatio-temporelle. Alors faites comme nous et faisons comme si Équitalion 2024 s'était déroulé hier. Lors de cette dernière édition d'Équitalion, nous sommes partis à la rencontre d'un cavalier français qui a su faire parler de lui ces derniers mois. François-Xavier Boudan est venu à notre micro pour nous livrer son récit, son histoire, ses débuts, son ascension, jusqu'à atteindre le meilleur niveau du saut d'obstacle international. Avec celui qui sera toujours un des chevaux qui aura marqué sa carrière, le très charismatique Brasil de Mézel. Entre sa victoire lors du CICO de Dublin et ses presque Jeux Olympiques de Paris, retour sur l'histoire d'un couple pas comme les autres. Installez-vous confortablement, je vous laisse en compagnie de François-Xavier Boudan. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour François-Xavier Boudan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc notre premier enregistrement Équitalion 2024. On est vraiment heureuse de vous rencontrer. Déjà, ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on voulait faire cette interview. Et puis, c'est l'occasion. Ici à Lyon, c'est une nouvelle saison indoor qui va commencer, une saison outdoor qui touche à sa fin et qui n'a fait que parler de vous. En tout cas, on a beaucoup parlé de vous cette année. Depuis en 2023, votre victoire dans le Grand Prix du CICO de Dublin. Vous avez continué d'écrire votre histoire de la plus belle façon avec Brasil. Vous avez participé aux plus belles Coupes des Nations cette année. Vous étiez double sans faute à la Baule. Vous avez foulé pour la première fois la piste d'Aix-la-Chapelle. Et puis, bien sûr, vous avez occupé le siège crucial, difficile, de 5e dans l'équipe de France de saut d'obstacle à Paris. Pourtant, rien de tout ça n'était tracé d'avance. Vos parents étaient éleveurs, oui, ils vous ont ouvert la voie de l'équitation et du sport, mais la suite de votre histoire, c'est avant tout celle d'un cavalier qui a tout construit et qui a dû tout construire pour créer son propre succès. Vous êtes parti de peu, c'est vous qui le dites dans la plupart des interviews, on va en reparler, et puis vous avez tissé vous-même votre carrière. Ce qui fait de vous ce qu'on appelle un peu un ambassadeur de la méritocratie. Évidemment, ce sera un des sujets qu'on voudrait aborder avec vous, mais aussi, bien sûr, on va parler d'élevage, on va parler de sport, on va parler de Brasil, on va parler, si vous le voulez bien, de Paris. Avant de commencer, avant de parler de votre histoire, vous êtes quand même discret. François-Xavier, on vous entend peu, nous on vous connaît très peu. J'avais lu que Sophie Dubourg disait de vous que vous étiez un cavalier déterminé, réfléchi, avec beaucoup de sérénité. Je me demandais comment vous décririez-vous votre personnalité ? Alors d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Me décrire, c'est difficile, ça faut mieux demander aux autres qu'à moi. Je pense, oui, quelqu'un de plutôt un peu timide, introverti. Après, j'essaie de faire ma place quand même. Voilà, maintenant, je sais un peu de quoi je suis capable. Voilà, j'ai déjà prouvé 2-3 trucs. Donc maintenant, se définir, non, c'est assez difficile. Ouais, c'est une question que... C'est toujours une question très difficile. On aimerait retracer un peu votre parcours, les différentes étapes qui vous ont amené à en être ici aujourd'hui dans votre carrière. Vous avez été cavalier dans l'écurie de la Roque, chez Michel Écart, puis vous avez monté des chevaux, notamment pour le Harat-Larbec. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur ces grandes étapes, celles qui ont été peut-être les plus formatrices pour vous et qui vous ont amené ici ? Oui, tout à fait. Ça a commencé déjà chez mes parents où j'ai commencé à monter pas mal de jeunes chevaux et un peu les chevaux de l'élevage. Et après, j'ai atterri chez Michel, je suis resté 2 ou 3 ans.
qui a été une super expérience, qui m'a un peu montré un peu le haut niveau, parce que Michel, à cette époque, avait un peu la fin de Canan et Ito qui démarrait, donc lui était vraiment dans le top niveau. Et après, j'ai eu un peu la chance de travailler un peu avec les Brimbel, le rat des Brimbel, la famille Schumacher, et puis le rat de Clarbec aussi, monter des super chevaux, Chaco, Sultan. Et en même temps, je me suis installé à Saint-Benoît-des-Bertaux, qui est juste à côté de chez moi, enfin juste à côté dans mon coin, dans cette région, le Pays d'Auge, avec Benjamin Guelfi et Rudy Koch. Et voilà, on a monté une structure assez sympathique. Et voilà. On va en reparler, bien sûr. Vous avez rejoint Jump Alliance, vous avez fondé Jump Alliance. Ce sera un des sujets qu'on va évoquer. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu dans quel contexte vous avez grandi et du coup nourri dès le départ votre passion pour l'équitation et votre envie de faire du sport? Moi, c'était une ferme agricole. Donc mes parents étaient producteurs de vaches laitières. Donc il y a toujours eu des animaux, il y a toujours eu des chevaux, parce que mon père montait un petit peu. Donc j'ai toujours eu des chevaux autour de moi et j'ai tout de suite passé un peu au poney club, après tout de suite à cheval, et voilà, j'ai commencé le cursus normal, les petites épreuves, voilà. Après j'ai récupéré les chevaux un peu de l'élevage, donc ça il a fallu être un peu patient parce que ça met un peu de temps à... Vos parents faisaient de l'élevage? Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Et donc il a fallu attendre que ces chevaux-là arrivent un peu dans le bon âge pour commencer à faire les épreuves. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé toujours à former des chevaux dès le début en fait. Depuis très jeune, vous avez su que vous vouliez en faire votre métier, ou c'est venu un peu plus tard avec différentes expériences? Non, ça a toujours été assez clair. Hein. J'ai fait un peu l'école parce qu'avec mes parents c'était le deal, mais voilà, dès qu'à 18 ans j'étais... Et alors, ma question, c'est est-ce que vous avez toujours rêvé de haut niveau? Parce que ça fait donc 2 ans qu'on vous voit vous illustrer au plus haut niveau avec ce cheval, Brasil. Mais finalement, est-ce que ça a toujours été votre ambition depuis petit? Ouais, je travaille toujours pour ça depuis toujours. Après, c'est compliqué parce qu'il faut des chevaux, il faut pouvoir les garder, il faut tout le système autour. Donc ça m'a mis un peu de temps pour y arriver parce que voilà, j'ai fait petit à petit, voilà. Mais là, j'ai la chance avec Brasil de pouvoir le faire, de réaliser ce rêve. Donc non, c'est chouette. Vous aviez du coup des chevaux à la maison, les jeunes chevaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi finalement d'aller travailler pour des cavaliers comme Michel Icard plutôt que de rester chez vous, développer votre propre structure dès le départ? Alors moi, je voulais pas du tout reprendre la ferme. On était dans la Manche, donc c'était un tout petit peu excentré. Je voulais me rapprocher un peu de la région plutôt de Deauville, où ça commençait un petit peu, on va dire, à cette époque-là, à bouger un peu plus. Et on était quand même plus près d'un peu des concours, un peu plus près de Paris, voilà, les aéroports, enfin voilà, un petit peu plus près de tout. Et donc ça a toujours été assez clair pour moi qu'il fallait bouger. Donc après, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Michel et c'est comme ça que ça s'est fait gentiment. Justement, est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de votre système actuel? En 2015, vous vous êtes donc associé à Rudy Koch et Benjamin Guelfi pour fonder Jump Alliance. En quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce que fonctionne cette structure? Alors, c'est une structure que Benjamin Guelfi avait d'abord mis en place. Moi, je suis arrivé comme locataire chez lui. Ça a duré 2-3 ans. On s'entendait vraiment bien. Moi, je voulais m'installer à mon compte, mais je n'avais pas les moyens de me payer une si belle structure, on va dire. Donc, on avait Benjamin. La structure, lui, était quand même assez lourde, financièrement à gérer et tout ça. Donc, on a eu l'idée de s'associer. Et on a trouvé une troisième personne avec Rudy Koch, qui était un petit peu dans le même génération, même état d'esprit, qu'on connaissait depuis longtemps. Et c'est là qu'on a créé ce projet de Jump Alliance, où on a reconstruit des barns et on a développé la structure, ce qui nous permet d'avoir une structure assez sympa et de vraiment de bonne qualité, avec un fonctionnement qui fait que tout seul, on aurait du mal à assumer. Et voilà, donc non, c'est plutôt sympa d'avoir cette ambiance ensemble qui crée une dynamique commerciale pour le sport, pour un peu tout. Voilà, on peut échanger, c'est sympa. De mémoire, on avait eu l'occasion d'aller chez vous quand on avait enregistré Benjamin, justement. Vous avez chacun votre barn, mais il y a aussi plein d'éléments qui sont mutualisés, où vous allez avoir évidemment toutes les pistes, etc., mais aussi même dans le fonctionnement administratif, fonctionnement de l'écurie, vous arrivez à mutualiser un petit peu toutes les ressources.
Voilà, c'était un peu ça l'idée aussi, c'était qu'on arrive à... Alors après, chacun est indépendant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on a quand même des fournisseurs en commun, donc on prend des plus grosses quantités, donc on peut mutualiser. On a un employé en commun pour l'entretien, on a tout le matériel, tracteur, les carrières, les manèges, tout en commun, donc ce qui fait que le coût, entre guillemets, de tout ça est divisé en 3 plutôt que de l'assumer tout seul, quoi. Ce serait compliqué, même aujourd'hui avec votre carrière qui s'est quand même envolée, de vous installer seul. Est-ce que vous pensez que dans un système économique, financier, c'est possible d'assumer ou de créer ce serait possible pour vous aujourd'hui de créer une structure similaire et de l'assumer tout seul ? Ça serait difficile, possible sûrement, mais lourd, ça serait très lourd et difficile parce que tout coûte plus cher. Depuis quelques années, tout a fort augmenté et après, l'exigence aussi, on veut du matériel, des carrières, des manèges de qualité, des barns, tout ça. Donc, ça serait compliqué. Et puis, franchement, c'est un système qui me plaît bien, on s'entend bien, donc non, c'est chouette. On est content de l'avoir fait. Sur quoi repose réellement votre système ? Est-ce que c'est principalement le commerce ? Est-ce que vous avez des propriétaires ? Est-ce que c'est vos sponsors qui vous permettent de financer vos saisons et votre fonctionnement ? C'est un peu un tout. Alors là, depuis 2 saisons, je me suis un peu axé plus sur le sport, donc je fais un petit peu moins de commerce. Avant, c'est le commerce qui m'a permis de me développer. Le coaching, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai un peu de demande, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Un peu les chevaux, j'ai des chevaux un peu à moi, des chevaux de l'élevage, des chevaux de propriétaires. C'est un petit peu un mélange de tout ça. J'ai lu aussi que vous vous étiez formé auprès d'autres grandes personnalités des sports équestres. Alors j'ai lu Florian Angot, Éric Navet, Gilles-Bertrand de Balanda, Michel Écart, comme on en a parlé. Est-ce que c'est des personnalités qui ont pu vous inspirer et est-ce que ça a été des rencontres qui ont modifié un peu votre trajectoire finalement pour vous guider vers ce sport de haut niveau ? Forcément un petit peu, parce que j'ai essayé un peu de prendre chez chacun des petites choses qui pouvaient m'apporter un petit plus. Et du coup, je pense que tout le monde c'est des petites pierres qui ont permis de construire l'édifice. Est-ce qu'il y a une de ces personnes qui vous a particulièrement impacté ? Est-ce que vous pensez que vous vous êtes vraiment inspiré principalement d'un cavalier que vous auriez pu côtoyer ? Un seul, non, ça serait réducteur, je pense. Non, il y en a plusieurs, il y en a 2-3. Il y a eu des grands tournants. Il y a eu Hervé Godignon à une époque où j'ai quand même été pas mal, quand j'avais 18 ans à peu près. Michel, il y a eu plein de choses aussi que j'ai vues là-bas qui m'ont vraiment apporté. Après Gilles, beaucoup aussi, au Brimbel. Après Bertrand de Bellabre. Enfin non, tout le monde m'a fait grandir un peu. Aujourd'hui, on vous voit encore vous illustrer avec des jeunes chevaux. Je pense notamment au final des 7 ans à Fontainebleau. Chaque année, vous avez toujours de très bons 7 ans à Fontainebleau. Est-ce que l'élevage, c'est finalement quelque chose qui vous a été transmis par vos parents et qui est toujours aussi important pour vous, à la fois dans votre carrière de sportif, mais aussi dans votre système ? Oui, tout à fait. Alors, dans le système, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que les gros concours avec les déplacements et tout font qu'on part plus longtemps. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, c'est plus dur d'en faire un peu, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai mon élevage un peu à moi aussi avec ma femme qu'on développe, parce que j'ai repris un peu celui de mes parents. Et après, ça fait partie pour avoir des chevaux aussi dans les années à venir, il faut les produire un peu. C'est plus sympa. En plus, si c'est des chevaux qu'on a fait naître, c'est quand même... On voit quand même depuis quelques années de plus en plus de grands marchands de chevaux, de grands cavaliers venir s'approvisionner de jeunes chevaux en France. Est-ce qu'on peut dire finalement que la France est quand même une terre d'élevage ? Incontestablement, depuis toujours. On a toujours eu un bon cheptel de chevaux d'élevage. Après, ce qui est le plus dur, souvent, c'est justement de ne pas se faire piller un peu jeune. C'est qu'ils ne partent pas tout de suite à l'étranger ou voilà. Mais on a toujours eu un bon élevage en France. Ouais. Vous avez combien de mères actuellement ? 3-4. Donc 3-4 poulains par an, comment ça se passe après ? Vous les démarrez vous-même ou vous avez un cavalier ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le schéma que vous mettez en place pour les lancer dans le sport ? Ouais, alors ça commence assez jeune, on les prend un tout petit peu là, par exemple on vient de les ressortir d'ailleurs les 2 ans, on les a gardés un petit mois à l'écurie pour
pré-débourrer, les manipuler un peu, les parer, vermifuger, faire sauter un peu, voilà, pour voir un peu comment ils se comportent. Après, à 3 ans, on refait un peu la même chose en intensifiant un tout petit peu. Et puis à 4 ans, ils font un tout petit peu avec mon cavalier. À 5 ans, pareil, un tout petit peu. Ça commence plutôt vraiment à 6 ans, quoi. Et donc vous récupérez les rênes de ces chevaux à 6 ans ? Ouais, maintenant, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Le but, c'est d'essayer de les garder, justement, d'essayer d'approvisionner aussi votre propre carrière ? Ouais, si on peut, voilà. Après, il faut en vendre de temps en temps pour financer un peu tout ça. Mais le but, c'est d'essayer d'en garder un de temps en temps. Plutôt une femelle, parce que si on veut garder l'élevage, la souche après, et en vendre de temps en temps. Voilà. Là, vous avez quoi comme souche chez vous actuellement ? Alors la souche principale, on va dire celle de mes parents. Et après, c'est des souches de juments que j'avais un peu en concours, qui se sont ou blessées, ou qu'on a fait un transfert avant de les vendre. Voilà, donc la souche de mes parents, c'est celle qui a produit Stella Light dans les dernières, ou Gloria, là, 7 ans, qui a 8 ans maintenant, qui était championne des 7 ans. Et après, dans les juments de concours, une jument qui avait été championne des 6 ans, Denia, qui s'était malheureusement blessée, qui nous a donné 2-3 produits qui vont arriver en âge, là, qui ont 2 ans, donc qui vont commencer un peu. Une autre jument, Dreambreaker. Et après, on a une autre jument aussi, qui était la sœur de Vertigo du désert. Voilà. Après, la souche de chez Fabrice Paris aussi, j'ai essayé de récupérer, comme j'ai eu des bons chevaux de cette souche-là. Enfin, voilà, on essaie de varier un petit peu. On a aussi récupéré une autre fille d'une souche étrangère. Enfin, voilà, on essaie de développer. Dans un article pour Ouest France, vous avez dit, et d'ailleurs vous nous l'avez dit là au micro, que c'était pas toujours facile de garder les bons chevaux. Et vous avez dit, j'ai la chance de garder un cheval comme Brésil avant tous les chevaux étaient vendus. Justement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir conserver ce type de chevaux-là ? Comment est orchestré votre système ? Et quelles sont les clés pour vous qui existent pour pouvoir mettre en place une structure assez solide pour se permettre de conserver des chevaux d'une trempe, si je peux dire, olympique ou au moins 5 étoiles ? Ouais. Alors là, j'ai la chance que les propriétaires de Brésil soient des amis et qui, comme Brésil a pris un peu le relais de SICAV, qui était un peu lui aussi destiné à essayer de faire un peu du top sport, il m'a dit il faut quand même que tu en gardes un pour percer un peu, donc on l'a gardé. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on avait quand même plusieurs fois des bonnes offres. Après, c'est vrai que les jeux nous ont motivés à le garder un peu. Après, c'est compliqué de garder parce que je vous dis, il y a un moment où c'est quand même beaucoup d'argent et il faut aussi en vendre de temps en temps pour garder les suivants et faire avancer toute la machine, quoi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore un plan vraiment précis, à part gagner l'euro-million. Mais sinon, c'est un bon programme. Il faudrait que je joue d'abord. Est-ce que vous pourriez retracer un petit peu l'histoire de ce cheval ? Parce que c'est quand même un cheval qui aura marqué certainement... Rétrospectivement, dans quelques années, on pourra reparler de Brésil, mais comme un cheval qui aura vraiment marqué votre carrière, marqué un tournant dans votre carrière. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ce cheval ? Depuis quand vous le montez ? Comment est-ce que vous avez évolué tous les deux jusqu'à obtenir une présélection en équipe olympique ? Alors, c'est un cheval que j'ai repéré à l'âge de 7 ans, à la finale des 7 ans, aux jeunes chevaux. C'était Sofian Misraoui qui le montait pour le compte d'Alain Fortin, qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. On cherchait pour le propriétaire de Brésil un cheval, pour Lionel. Et du coup, je trouvais que ce cheval pouvait correspondre. Donc on l'a été l'essayer, on l'a acheté. Je l'ai monté un peu au début pour le mettre un petit peu en route. Après, lui, l'a monté un peu. Il s'est fait mal en tombant avec un autre cheval à l'épaule et du coup il ne pouvait plus trop monter, donc c'est moi qui l'ai récupéré, qui l'ai gardé un peu en route pour qu'éventuellement il le récupère après. Mais comme ça allait bien. Non, mais en fait, voilà, comme il m'a dit, comme ça va super bien, parce qu'on a fait des 1m40, enfin, à chaque fois on a monté les échelons gentiment, et il a toujours été très performant, et puis du coup il m'a dit garde-le, et puis lui en a racheté un autre, et voilà. Ah, c'est bien ça. Bah oui. Depuis vos premières sélections 5 étoiles, comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Comment est-ce que vous avez réfléchi à la trajectoire du cheval pour essayer de le faire mûrir ? Ou alors est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à la trajectoire du cheval pour le faire mûrir ? Ou est-ce que la sélection olympique, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quelque chose qui est arrivé finalement presque par hasard ? Par hasard, non, mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans en arrière, je ne me suis pas dit que j'allais viser les Jeux Olympiques.
J'ai essayé de faire progresser mon cheval et moi au fur et à mesure. Alors on a eu la chance de faire plusieurs bons résultats et c'est petit à petit voilà, qu'on s'est retrouvé un tout petit peu dans le peloton de tête et qu'on n'était pas très loin de... Oui, mais alors, quand à une année des Jeux, on gagne le Grand Prix du CSIO de Dublin, qui est quand même pas un petit Grand Prix, est-ce qu'on commence pas à se dire que c'est possible ? Ouais, voilà, c'est à partir un peu de là qu'on s'est dit qu'on pouvait rentrer en lice pour éventuellement pour les Jeux. Et après, il y a eu tous les autres résultats derrière. Il y a eu Barcelone, il y a eu Stuttgart, voilà, ici, l'année dernière. Et du coup, c'est l'ensemble des résultats, la régularité de Brésil qui a fait qu'on s'est retrouvé dans les présélectionnés. Et l'année dernière, cette année, vous avez eu la chance de fouler des pistes mythiques. Alors, la Baule en Coupe des Nations, mais surtout, je pense à Aix-la-Chapelle, qui est, d'après 90% des cavaliers qu'on a interviewés à ce micro, un mythe. Qu'est-ce que ça fait, du coup, de monter sur une piste comme Aix-la-Chapelle, de monter la Coupe des Nations et de faire un aussi bon résultat que ce que vous avez fait ? C'était deux vraiment super moments, les deux, parce que la Baule, déjà, c'était la Coupe chez nous. Je devais pas monter, je devais monter à Saint-Gall la semaine d'avant, c'est annulé. Henk arrive à me remettre dans l'équipe. Je fais la coupe, ça se passe vraiment super. Là, il y avait tous nos amis, tous les propriétaires, tout le monde était là. Donc, c'était en France, donc c'était vraiment chouette. Et pour Aix, c'est vraiment impressionnant. La première fois qu'on rentre dans cette piste, elle est vraiment très grande, très impressionnante. Le public, c'est... Mais pour être honnête, je me suis rendu compte du public après. C'est-à-dire que comme je passais en premier de l'équipe, j'ai fait mon parcours. Et c'est quand je suis revenu sur le Kiss and Cry pour voir le deuxième français que j'ai vu le monde. Et je dis, ah oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde, quoi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici en France. Hein. Cette ambiance stade qui est plein à craquer, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Ça n'existe pas. De cette taille-là, non, parce que c'est vraiment, je crois que c'est 40 000 personnes. C'est presque un stade de foot. Enfin, c'est vraiment grand. Parce que la Baule, il y a quand même beaucoup de monde. Dinard, il y a quand même beaucoup de monde. Ou ici, mais c'est quand même un peu plus petit, quoi. Voilà, là, c'est vraiment surdimensionné, quoi. C'est comme le concours, quoi. Tout est surdimensionné. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre façon de travailler vos chevaux, dans votre façon de structurer l'écurie, à partir du moment où vous avez pensé que vous pourriez peut-être rentrer en lice vers les Jeux Olympiques ? Oui, forcément, parce que tout a été un peu axé là-dessus. Donc, on a fait un programme un peu pour Brésil principalement, que ça soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de la compète. Donc c'est vrai que j'ai délaissé un tout petit peu les jeunes chevaux. Alors, j'en ai fait un peu, mais un peu moins assidûment. Et des jeunes chevaux que j'avais mis un tout petit peu, pareil, qui ont quand même tourné, mais qu'on fait moins, parce que tout était un petit peu axé là-dessus. Et c'est pour ça aussi, là, maintenant, j'ai laissé un peu Brésil un peu là en vacances, et là, je m'attelle un peu sur les autres. Alors justement, il faut qu'on en parle quand même de Paris, de ces Jeux Olympiques. Pour retracer un tout petit peu l'histoire, la veille de l'épreuve d'ouverture, le cheval de Kevin, Viking, est refusé à la visite vétérinaire. Le staff fédéral prend la décision de ne pas vous appeler et d'attendre une contre-visite qui, elle aussi, refusera la participation du couple. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? On sait qu'on rentre dans un sujet un peu touchy, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi un déferlement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Est-ce que pour vous, cette décision, elle était juste ou au moins justifiée ? C'est compliqué parce que moi, je suis partie prenante, donc je vais pas... Oui. Voilà, je peux pas... Après, c'était une grosse déception parce que... voilà, on espère toujours y aller. Après la première visite, c'était déjà trop tard. Oui. C'était 2 heures avant la première visite qu'on pouvait changer. Donc, une fois que passé cette deadline, on ne pouvait plus du tout rechanger. Donc, c'était déjà trop tard. Après, voilà, c'était une déception, oui, parce que, je vous dis, tout était axé là-dessus. J'avais vraiment envie d'y aller. Voilà, après, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter et aller de l'avant, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du sport finalement qui a été livré au jeu ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être sur place quand même ou pas, parce que pour le coup on ne vous a pas croisé, mais nous qui y étions, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez spécial dans cette Olympiade, très différente en termes de sport de Tokyo. Quel regard vous avez porté vous sur les Jeux ? Je trouve que c'était un événement incroyable. Ça a été... Alors, je parlerai des Jeux Olympiques au sens large, même, je veux dire, même de tous les sports, ça a été vraiment un événement incroyable. Je crois que j'ai jamais vécu des Jeux aussi réussis.
parce que j'aime bien tous les sports, donc je suis un peu tout le temps. Pour l'équitation, je trouve que ça a été vraiment top, parce que je trouve que le dosage, les chefs de piste ont fait un boulot incroyable. Ils ont dosé les épreuves juste comme il fallait. Les qualifs étaient durs, mais faisables. Les finales étaient à chaque fois très dures. Je pense qu'à la fin, les meilleurs ont gagné. Voilà, le sport a été assez respecté. Ils ont eu un scénario qui était vraiment super. Le cadre était incroyable, l'organisation incroyable. Non, franchement, c'était des magnifiques Jeux Olympiques. Les chefs de piste, c'est vrai, hein, vous le soulignez, mais ils ont eu un travail considérable parce qu'après les parcours de Tokyo, justement, ils voulaient absolument éviter de se retrouver dans le même scénario avec des parcours qui viennent faire faute aux chevaux, qui viennent punir les chevaux quelque part à l'encontre du bien-être. Et nous, c'est vrai que pour le coup, on était dans le montage des pistes le soir, la nuit, on les a vus et... je ne sais pas si on avait conscience avant de la difficulté de monter un parcours. Ça change beaucoup. Le chef de piste a un rôle très difficile, mais essentiel, parce que maintenant, tout est tellement serré que 1 seconde ou 2 secondes de plus ou de moins, ça change complètement une épreuve. Un trou de plus sur un obstacle, où on a encore vu à Barcelone 3 cm de plus, voilà, ça change toute l'épreuve. Enfin non, le dosage est vraiment très difficile et je leur tire le chapeau et je les félicite parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Pour la petite anecdote, on était donc sur le montage des pistes et il y avait l'obstacle, la Tour Eiffel, avec la petite palanque. Ils avaient rajouté des trous parce qu'elle n'était pas assez haute, mais les trous étaient trop hauts, donc on a recreusé dans le sol pour trouver juste milieu. Le juste milieu, ça joue à quelques centimètres. C'est vraiment... À quelques centimètres, voire 1 centimètre, parce qu'il y avait des cales de 1 centimètre parfois sous les auxerres. On voulait un auxerre montant de 2 centimètres exactement. C'est vraiment... Puis ils ont vraiment dosé ça, incroyable. Franchement, c'était du grand sport. On le disait, il y avait un enjeu avec les Jeux Olympiques, l'enjeu de montrer le plus beau sport possible, notamment pour le regard extérieur, pour la presse, pour le grand public. J'aimerais savoir comment vous voyez, vous, l'évolution du sport ces dernières années. C'est un des sujets qu'on aborde avec quasiment tous nos cavaliers, enfin tous les cavaliers qu'on reçoit, mais c'est aussi parce que c'est un des sujets les plus importants aujourd'hui pour s'assurer de la pérennité de notre sport, pour s'assurer de le voir encore aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous, en tant que cavalier de haut niveau, vous avez une velléité de vraiment vous transformer en ambassadeur du sport, d'essayer de montrer le sport le plus beau possible ? Est-ce que vous trouvez finalement que... est-ce que vous pensez qu'on va être capable de protéger notre sport ? Je l'espère. Je pense que tout le monde travaille pour. Je trouve qu'il y a eu une évolution depuis quelques années incroyable à ce niveau-là. On ne voit plus jamais très, 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 très rarement de personnes qui s'énervent ou de trucs qu'on ne veut pas voir. Après, c'est difficile parce que des fois, on part un peu dans l'extrême. C'est ça qui n'est pas toujours évident, c'est le dosage. Mais après, non, tout le monde, maintenant, je pense, œuvre vraiment pour le bien-être des chevaux. Quand on voit tous les soins qu'on leur fait en physio, le nombre de temps qu'on passe pour essayer de les emmener. Moi, je sais que j'emmène souvent mon cheval un peu à la plage. On essaie de passer beaucoup de temps pour qu'ils soient le mieux possible. Parce que si on veut qu'ils soient le plus possible avec nous, qu'ils nous donnent le maximum, il faut qu'eux soient le mieux possible dans leur tête et qu'ils aient envie, quoi. Faut qu'ils soient... Donc ça, c'est important. Vous diriez que vous avez fait vraiment ces dernières, 10, 20 années, vraiment, est-ce que vous avez réellement fait évoluer votre façon de gérer les chevaux ? Je crois que ça s'est fait tout seul avec l'évolution du sport. On met de moins en moins d'enraînement quand on les travaille, on met des morts plus confortables, on met des fers, on essaie de trouver, on travaille beaucoup là-dessus maintenant sur des fers encore plus confortables, on essaie d'améliorer tout pour qu'ils soient vraiment le mieux, parce que c'est comme eux les grands athlètes dans notre sport. On est maintenant à 2 mois après ces Jeux Olympiques, un peu plus de 2 mois maintenant. Est-ce que vous avez fait le bilan ? Est-ce que vous avez pris du recul sur cette année qui s'est écoulée, cette saison outdoor qui se termine justement ? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Moi, tout va plutôt bien. Là, ce que je disais, j'avais mis mon cheval un petit peu en vacances. Là, je m'attelle un petit peu sur les chevaux de 8-9 ans. Que j'avais mis un peu de côté en cours d'année parce que dans les gros concours, on ne peut emmener que 2 chevaux et voilà.
qui vont plutôt super bien. Ils ont fait un super dernier concours avant de venir ici. Je rentre de vacances, donc non, tout va bien. On avait rencontré Simon, c'était l'année dernière. L'année dernière, hein ? Ouais, il y a 2 ans même déjà. Non, l'année dernière, pour le saut Hermès, pendant le saut Hermès, qui nous expliquait qu'il avait toujours une Olympiade d'avance. Quand il terminait une Olympiade, il avait déjà dans ses écuries normalement le cheval, le futur qui serait capable d'y aller. Est-ce que vous faites ou est-ce que vous êtes comme Simon Delestre en mesure déjà d'avoir un regard sur les prochains chevaux qui vont courir avec vous à haut niveau ? On essaye. Après, j'essaie d'avoir toujours 1, 2, 3 bons sujets par génération pour en avoir tout le temps un peu. Là, j'ai la chance d'avoir plutôt des très bons 9 ans, des très bons 8 ans, un très bon 7 ans. Voilà, les 6 ans, bon, c'est encore un peu tôt pour dire, mais j'essaye pareil de préparer toujours pour qu'on en ait d'autres qui arrivent derrière. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aller à Los Angeles avec un des chevaux que vous avez actuellement ? La route est longue, donc c'est difficile à dire, mais après, je pense que j'ai des chevaux qui auraient le potentiel d'aller faire ça. Oui. Après, il reste encore beaucoup de paramètres d'ici là, mais oui, j'ai 2-3 chevaux, je pense qu'on a ce potentiel-là. J'ai cité un article de Ouest France tout à l'heure, et je le recite encore. À la question qui était « Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la jeune génération ?» Vous avez dit « Le conseil que je donne, c'est de bien faire son boulot le plus sérieusement possible, le travail paye. » C'est le message à transmettre, il faut y croire. Personnellement, à 43 ans, donc je crois que c'est l'année dernière, je crois que tu en avais 44 aujourd'hui. Pas encore. Pas encore, bon, ok. J'y arrive peut-être un peu sur le tard par rapport à d'autres, mais l'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, à 43 ans, est-ce que vous regrettez que les choses ne soient pas allées un peu plus vite ? Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire d'autres choix ou choisir d'autres chemins qui vous auraient amené plus rapidement au haut niveau ? Des regrets, non, parce que je suis déjà content d'y être arrivé. Après, j'aurais peut-être pu faire d'autres choix, oui, sûrement. Après, je ne sais pas s'ils auraient été bons ou pas, donc ça, on ne saura jamais. Non, mais j'ai encore quelques années devant moi, donc non, je suis plutôt confiant et je suis plutôt content de là où j'en suis actuellement. Où est-ce qu'on peut vous attendre pour cette fin de saison, pour la saison d'indoor et pour la saison 2025 qui va prendre le relais de l'année 2024 qui était importante mais qui aura quand même une fin? Oui, voilà, la vie continue. Et là, Brésil va redémarrer bientôt. En fonction de comment je le sens et des places que je pourrais avoir, j'aimerais bien essayer de faire quelques étapes Coupe du Monde. Alors j'avais laissé un break un peu avant parce qu'on n'a qu'une place et que c'est compliqué. Voilà, donc je me dis que peut-être plus tard, il y aura peut-être des places qui vont se libérer. Donc j'ai essayé de cette option-là. On verra si c'est la bonne après. Éventuellement une finale si ça s'enclenche bien. Les championnats d'Europe, évidemment. Voilà. Puis après, continuer à faire avancer toute l'écurie et essayer d'être le plus performant possible. Tu veux rajouter quelque chose Merci beaucoup, FX, pour cet échange. On a hâte de revoir Brésil sous votre selle très bientôt et on vous souhaite évidemment d'aller cocher tous ces objectifs pour la fin d'année 2024 et le début d'année 2025. Merci beaucoup.